Un réseau d'assainissement en pleine campagne. À première vue, ça semble assez simple, on creuse des tranchées, on pose des tuyaux, et voilà. Mais aujourd'hui, à l'ère du numérique, comment est-ce qu'on passe d'une idée, d'un besoin sur une carte, à un plan de construction qui soit vraiment réalisable? C'est tout le parcours qu'on va décortiquer ensemble. Et là, on touche tout de suite au cœur du problème. Cette citation, elle vient d'un guide officiel et elle dit tout. Pour une petite commune, ce n'est pas juste un chantier, c'est un vrai parcours du combattant, administratif, juridique, financier. La question, c'est comment on fait pour fournir un service aussi essentiel quand on a l'impression d'être complètement dépassé par la complexité de la chose. Mettre en place un système d'assainissement, en fait, c'est comme essayer de résoudre un énorme casse-tête en 3 dimensions. Il ne suffit pas de vouloir creuser. Il faut savoir naviguer dans un labyrinthe de lois, s'adapter à la réalité du terrain, et bien sûr, il faut que le budget suive. C'est un défi immense, autant pour les élus que pour les ingénieurs. Alors voilà le programme. On va commencer par le défi de départ, bien sûr, puis on va voir comment, étape par étape, la technologie permet de transformer ce problème très complexe en une solution d'ingénierie concrète, prête à être construite. Et tout commence par ça, la planification. Bien avant que la moindre pelleteuse n'arrive sur place, tout se joue sur le papier, ou plutôt dans les documents stratégiques. C'est vraiment à ce moment-là que les grandes décisions sont prises, celles qui vont conditionner le projet pour les décennies à venir. Ce processus, il est très encadré. On commence par un diagnostic. Où en est-on aujourd'hui? Ensuite, on élabore un schéma directeur. Où veut-on aller d'ici 15-20 ans? Après ça, une étape cruciale, le zonage. Est-ce qu'on met un réseau collectif ici, ou est-ce que des solutions individuelles sont plus adaptées là? Et enfin, on finalise le programme d'action. En gros, on répond à la question, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, quand et comment? Et c'est précisément là que le travail des ingénieurs devient intéressant. D'un côté, il y a le poids de la loi. Des règles très strictes sur la protection de l'eau, des objectifs de dépollution à atteindre. De l'autre côté, il y a la réalité du terrain, qui, elle, ne négocie pas. La nature du sol, le tracé des cours d'eau et surtout les pentes. Toute la difficulté est de faire coïncider ces deux mondes. Alors comment on fait le pont entre le monde un peu abstrait des lois et la réalité très concrète du terrain? Eh bien la réponse aujourd'hui, elle se trouve dans la technologie. Il faut un outil capable de parler ces deux langages, une sorte de traducteur numérique. Cet outil, c'est la CAO, la conception assistée par ordinateur. Pour se faire une idée, il faut imaginer un logiciel de dessin, mais en version surpuissante. Il permet de construire virtuellement un pont, une route ou, dans notre cas, un réseau d'assainissement en 3D, avec une précision millimétrique, le tout depuis son ordinateur. Et dans ce domaine, un des outils les plus connus s'appelle Covadis. C'est, en quelque sorte, la planche à dessin numérique des ingénieurs en génie civil, spécialement conçue pour gérer la complexité de ce genre de projet. Bien, maintenant qu'on a l'outil, entrons dans le vif du sujet. La toute première étape, et elle est fondamentale, ce n'est pas de commencer à creuser. Non, c'est de recréer le terrain de jeu à la perfection. On construit ce qu'on appelle un jumeau numérique du site. Tout commence avec des données brutes, relevées sur le terrain par un géomètre. Il faut s'imaginer un immense nuage de points. Chacun de ces points a une position très précise, une coordonnée X, Y, mais surtout une altitude. C'est la matière première qui va nous permettre de sculpter notre paysage numérique. À partir de cette myriade de points, le logiciel va faire quelque chose d'assez bluffant. Il va les relier entre eux pour créer ce qu'on appelle un MNT, un modèle numérique de terrain. Et là, ce ne sont plus des points isolés. C'est une surface 3D continue, un immense filet de milliers de petits triangles qui épouse parfaitement chaque bosse, chaque creux du terrain réel. Et voilà ce que ça donne. Ce qui n'était qu'un simple fichier de chiffres devient un paysage virtuel entièrement manipulable. Avec le code couleur, l'ingénieur voit en un clin d'œil les points hauts en rouge, les points bas en bleu, les zones critiques. Ce n'est plus une carte plate, c'est un véritable bac à sable numérique où l'on peut tester toutes ces idées. Maintenant que le décor est planté, le vrai travail de conception peut commencer. On va pouvoir dessiner le réseau lui-même directement à l'intérieur de ce monde virtuel. Et c'est là que le MNT prend tout son sens. Ce n'est pas juste une jolie image, c'est une toile de fond interactive. L'ingénieur peut y tracer le chemin exact de ces canalisations, placer les regards d'inspection au centimètre près, prévoir les branchements pour chaque maison, le tout en 3D. Ce qui est fascinant, c'est le niveau de détail que l'on doit gérer. Chaque élément est défini par des contraintes techniques très strictes. Le matériau, le diamètre, la profondeur à laquelle on enterre le tuyau pour le protéger, et puis il y a le nerf de la guerre, la pente. C'est l'élément absolument essentiel pour que tout s'écoule naturellement, juste avec la force de la gravité. Et c'est là que la puissance du numérique explose. Le logiciel ne fait pas que dessiner. Il se comporte comme un assistant ingénieur hyper vigilant. Il va calculer les débits, vérifier en permanence que la pente est suffisante. Il va même nous alerter si notre tuyau risque de croiser un câble électrique ou une autre canalisation.
En bref, il anticipe les problèmes et évite des erreurs qui sur le terrain coûteraient une fortune. Après toutes ces phases de conception, de calcul, de vérification virtuelle, on arrive enfin au but, générer les plans finaux. Ce sont les documents que les équipes sur le chantier vont utiliser tous les jours. Le premier document clé, c'est le profil en long. Il faut s'imaginer une coupe de tout le tracé, mais vue de côté. C'est un peu comme si on regardait le parcours d'une montagne russe. On y voit précisément comment le tuyau descend, tout en respectant une pente minimale, pour être sûr que l'eau s'écoulera bien du début à la fin, sans jamais stagner. Le deuxième document indispensable, c'est le profil en travers. Si le premier était une vue de côté, celui-ci, c'est comme si on coupait la tranchée en deux pour voir l'intérieur. C'est le mode d'emploi pour l'équipe sur le chantier. Il dit exactement à quelle profondeur creuser, comment poser le tuyau sur son lit de sable et avec quoi remblayer. C'est le plan du détail, de l'exécution. Et voilà un exemple concret de ce que ça permet. Le logiciel ne se contente pas de fournir des dessins, il quantifie tout. Ici, par exemple, il a calculé qu'il faudra déblayer près de 2000 m3 de terre. Ça peut paraître anodin, mais c'est une information capitale pour prévoir le nombre de camions, estimer les coûts au plus juste et planifier la durée du chantier. Et avec ça, la boucle est bouclée. Tout ce travail technique, ces modèles 3D et ces calculs de pente, tout ça n'a qu'un seul but, répondre à l'objectif fixé au départ par la loi, qui est de protéger notre environnement. Le plan numérique n'est pas juste un guide pour construire, c'est la garantie que l'ouvrage, une fois fini, remplira bien sa mission écologique. Finalement, on est passé d'un problème qui semblait inextricable, un mélange de lois et de contraintes physiques, à un plan d'action limpide et détaillé. Et l'idée clé, elle est là. Tout a été conçu, simulé et validé dans le monde virtuel avant que le premier euro ne soit dépensé sur le terrain. C'est la promesse d'un projet plus efficace, plus conforme et bien mieux maîtrisé. Et ça nous amène à une question qui est essentielle pour l'avenir. Un peu partout, nos infrastructures vieillissent. La question est donc, comment ces jumeaux numériques et ces nouvelles méthodes de conception vont-ils nous aider à reconstruire nos réseaux vitaux de manière plus intelligente, plus rapide et surtout plus durable ?